Dans un hangar isolé, Jerry, le vétéran, et Tom, le scientifique, étaient complètement perplexes. Tout leur équipement était inutile face à cet objet sphérique mystérieux, silencieux, froid et sans point d'entrée apparent. Mais Shadow, son fidèle compagnon canin, sentait quelque chose que ni l'homme ni la machine ne pouvaient non percevoir. Il devint soudain agité, poussant à plusieurs reprises un seul endroit de la surface de l'objet, un endroit qui ne semblait pas différent des autres. Tom s'agenouilla, suivant l'exemple du chien, et retint son souffle. Il avait trouvé une jointure cachée, si subtile qu'elle était presque invisible. Ils étaient hantés loin de se douter qu'en l'ouvrant, ils allaient non seulement résoudre un mystère, mais aussi dévoiler une vérité terrifiante qui pourrait changer l'avenir de toute l'humanité. Qu'est-ce qui les attendait à l'intérieur et pourquoi le chien était-il la seule clé? Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. L'air frais et pur d'un matin d'automne dans le Montana était le meilleur compagnon de Jeremiah, Jerry Hayes, à l'exception de son fidèle compagnon à quatre pattes qui trottait fidèlement à ses côtés. Jerry était un homme façonné par le paysage dans lequel il vivait, rude, buriné et doté d'un calme inébranlable. Son visage, véritable carte routière des épreuves passées et des triomphes discrets, portait les rides profondes de 58 années, dont beaucoup passaient sous un soleil impitoyable dans des déserts lointains, avant qu'il ne trouve enfin le réconfort ici, à l'abri du tumulte d'un monde qu'il avait autrefois défendu. Ses cheveux, autrefois d'un brun éclatant, étaient en désormais poivre et sel, assortis à la barbe clairsemée qu'il laissait pousser sur son menton. Il se déplaçait avec la grâce mesurée et délibérée de quelqu'un qui est très conscient de son environnement, une habitude acquise au cours de ses années dans l'armée. Bien qu'il ait pris sa retraite en 2010, la discipline et la vigilance restaient gravées dans son être. Sa tenue était toujours pratique. Un jean en denim robuste, une chemise en flanelle usée et une veste de chasse en toile épaisse qui avait vu plus de saisons que la plupart des citadins n'en avaient vu. À ses côtés, Shadow, un magnifique berger allemand, était le prolongement de sa propre force tranquille. Shadow avait 6 ans et arborait un pelage gris argenté strié de blanc qui lui donnait une apparence presque éthérée sur fond de ton ocre de la forêt. Ses yeux intelligents et vigilants reflétaient intimement l'intensité de Jerry, et son comportement était un mélange parfait d'obéissance loyale et d'esprit indépendant. Shadow n'était pas seulement un animal de compagnie, il était un partenaire, un confident, un témoignage vivant du lien qui peut exister entre l'homme et l'animal. Il marchait d'un pas fluide et puissant, son nez constamment à l'œuvre, échantillonnant les myriades d'odeurs qui peignaient l'air du matin. Leur matin commençait souvent ainsi, par une promenade rituelle le long des rives sinueuses et souvent solitaires du lac Echo, un joyau saphir niché au milieu des pins denses et des pics escarpés du Montana. C'était un endroit où le monde moderne semblait s'éloigner, ne laissant que le rythme intemporel de la nature. Jerry trouvait la paix dans ces moments de calme qui contrastaient fortement avec la cacophonie de son passé. Ce n'était pas un homme qui recherchait la compagnie, préférant le silence honnête de la nature sauvage au bavardage superficiel des villes. Sa maison, une solide cabane en rondin, témoignait de son autosuffisance. Nichée au cœur d'une clairière, à des kilomètres de la route goudronnée la plus proche, elle abritait dans un meuble spécialement conçu et sécurisé l'outil le plus fiable pour son autonomie et sa défense. Un fusil de chasse à verrou méticuleusement entretenu. Il s'agissait d'un Remington modèle 700 classique, chambré en 30-06 Springfield, un calibre polyvalent et puissant. Avec sa crosse en noyer foncé et son canon en acier bleui, ce fusil était plus qu'une simple arme à feu, c'était le prolongement de sa responsabilité, le symbole de sa volonté de se protéger, de protéger sa maison et surtout Shadow. Il le nettoyait chaque semaine, presque religieusement, s'assurant qu'il était toujours prêt, toujours fiable, une promesse silencieuse de capacité. Ce matin-là, le soleil commençait tout juste à peindre le ciel oriental de touches roses et dorées, projetant de longues ombres dansantes sur la surface immobile du lac Echo. L'air était vif, portant l'odeur des aiguillements de pin et de la terre humide. Jerry regardait un faucon solitaire tourner en cercle au-dessus de lui, ses yeux perçants scrutant le paysage, tout comme son ombre, généralement contente de suivre Jerry. Il s'arrêta soudainement, dressa les oreilles et sa queue, qui d'habitude bougeait doucement, se raidit. Un grognement guttural grave résonna dans sa poitrine, un son que Jerry entendait rarement et auquel il prêtait toujours attention. « Qu'y a-t-il, mon garçon ?» murmura Jerry, sa main se posant instinctivement sur la nuque de Shadow pour le calmer. Shadow ignora ce geste, son corps puissant se tendit. Il ne regardait ni le faucon, ni les cerfs ou les lapins.
Son regard était fixé, sans ciller, sur un point juste devant lui, près du bord de l'eau, où une petite crique rocheuse formait une anse peu profonde. Son grognement s'intensifia, devenant une série de grognements courts et aigus. Regardez ni le faucon, ni aucun cerf ou lapin. Son regard était fixé, sans ciller, sur un point juste devant lui, près du bord de l'eau, où une petite crique rocheuse formait une anse peu profonde. Son grognement s'intensifia, se transformant en une série d'aboiements courts et aigus, dirigés vers quelque chose à moitié submergé, dans l'eau. Il se mit à faire les 100 pas, agité, grattant sans relâche la terre humide avec ses pattes avant, signe évident de sa détresse. Jerry, immédiatement en alerte, suivit le regard inébranlable de Shadow. Au début, il ne vit rien d'autre que l'assortiment habituel de branches tombées et de pierres couvertes d'algues, mais à mesure que la lumière du matin s'intensifiait, perçant la légère brume qui s'élevait du lac, une forme distincte commença à se dessiner. Elle était sphérique presque parfaitement, mais sa surface était rugueuse, modelée de taches sombres et ternes et de reflets métalliques et étrangers. Elle avait à peu près la taille d'un gros ballon de plage, peut-être un peu plus grande, et semblait à moitié submergée, flottant doucement dans l'eau peu profonde. Elle semblait complètement déplacée, une anomalie flagrante dans la beauté naturelle et intacte du lac. Ce n'était pas un rocher, la texture n'était pas la même. Ce n'était pas un déchet humain, la forme était trop intentionnelle pour être étrange. L'agitation de Shadow était désormais palpable, ses aboiements urgents exigeaient l'arrêt et l'attention de Jerry. Jerry ressentit un picotement d'inquiétude, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Quel que soit cet objet, il était loin d'être ordinaire. La formation de Jerry prit le dessus sur sa vague initiale de perplexité. Il calma Shadow d'une main ferme mais douce sur son dos. « Du calme, mon garçon, voyons ce qui te met dans un tel état. » Les yeux du vétéran balaya méthodiquement les environs à la recherche d'un signe de menace ou d'explication. Il n'y avait aucune trace fraîche à part les siennes et celles de Shadow, aucun équipement abandonné, rien qui suggère une activité humaine. L'objet était simplement là, sa présence était une déclaration silencieuse, une ponctuation austère et dérangeante dans une matinée autrement parfaite. Il décida alors que le laisser dans le lac n'était pas une option. Une variable inconnue, si près de chez lui, était un problème qui devait être maîtrisé et compris. Il pataugea dans les eaux peu profondes, le lot glacé du lac Echo s'infiltrant dans ses solides bottes en cuir. Shadow gémit depuis la rive, un son aigu et anxieux qui traduisait sa profonde désapprobation. Jerry l'ignora pour l'instant, concentré entièrement sur la sphère. En s'approchant, il pouvait voir sa texture plus clairement. La surface n'était pas lisse, mais recouverte d'un motif complexe, presque organique, de creux peu profonds et de crêtes sinueuses en relief. Elle absorbait la lumière du matin plutôt que de la refléter, avec un fini mat et terne comme de la roche volcanique, mais le faible éclat du métal incrusté racontait une autre histoire. Il tendit la main, hésitant une fraction de seconde avant de poser sa paume contre sa surface. Le froid fut immédiat et profond, bien plus froid que l'eau du lac elle-même. C'était un froid pénétrant, comme si l'objet renfermait la fraîcheur d'un endroit épargné par la lumière du soleil. Il était inerte, n'émettant aucune vibration, aucun bourdonnement, aucun signe de vie ou de puissance. Il essaya de le déplacer en grognant sous l'effort. Il était incroyablement dense, bien plus lourd que sa taille ne le laissait supposer. Il lui fallut toute sa force, juste pour le faire légèrement bouger dans le lit boueux du lac. Le récupérer ne serait pas une tâche facile. Jerry retourna sur la rive, son esprit élaborant déjà un plan. « Reste ici et surveille », ordonna-t-il à Shadow, qui s'assit docilement, bien que tout son corps fût tendu. Jerry retourna à sa cabane, ses bottes mouillées faisant un bruit de succion à chaque pas. Il revint quelques minutes plus tard avec une corde épaisse et une bâche en toile résistante. Il retourna à l'objet et enroula péniblement la corde autour de sa circonférence, trouvant prise dans les rainures complexes de sa surface. Il fit un nœud solide puis se cala sur la rive, ses bottes s'enfonçant dans la terre molle. Il tendit ses muscles, luttant contre l'immense poids. L'objet résista, puis, dans un grand bruit de succion, il se dégagea de la boue et commença à glisser lentement dans l'eau vers la rive. Il fallut près d'une demi-heure d'efforts acharnés pour échouer l'objet, qui reposa sur le gravier humide du rivage, offrant un spectacle improbable et imposant. Shadow s'en approcha prudemment, le nez frétillant, mais il ne s'en approcha pas à moins de 1,5 mètres, tournant autour à une distance sûre, comme s'il s'agissait d'un prédateur endormi. Le transporter jusqu'à la remise fut le défi suivant. Jerry enveloppa la sphère dans une bâche épaisse, non seulement pour la protéger, mais aussi pour la rendre plus facile à traîner.
Il tira et souleva, traînant le lourd paquet à travers le sol de la forêt, la bâche frottant contre les aiguilles descendants de pin et les pierres instables. Ce fut un voyage lent et ardu jusqu'à la clairière où se trouvait sa cabane. Sa remise était à l'image de l'homme lui-même, ordonnée, pratique et construite pour durer. À l'intérieur, les outils étaient suspendus à leur place, attitrés sur les murs. Les étagères étaient soigneusement organisées avec des bocaux de clous et de vis, et l'air sentait la sciure et l'huile de machine. Jerry fit de la place au centre du sol en bois, et, dans un dernier effort qui lui fit mal au dos, fit rouler l'objet hors de la bâche et au milieu de la pièce, où il s'immobilisa dans un bruit sourd et lourd. Sous la lumière crue de l'unique ampoule suspendue au plafond, l'objet semblait encore plus étrange. Jerry le déballait complètement, faisant lentement le tour pour l'examiner sous tous les angles. Shadow se tenait à l'entrée ouverte de la remise, refusant d'entrer. Il restait une sentinelle vigilante, les yeux fixés sur l'étrange intrus, dans leur sanctuaire, un gémissement faible, presque inaudible, s'échappant de sa gorge. « C'est pas ce que tu es, dit Jerry, parlant autant à lui-même qu'au chien, mais on va le découvrir. » Il laissa l'objet dans la remise, ferma la lourde porte en bois et se dirigea vers la cabane. Il ôta ses bottes et sa veste mouillée, mit une cafetière en route et s'assit à la petite table en bois où était installé son ordinateur portable. Sa connexion Internet, un service par satellite, était souvent lente et capricieuse, un compromis nécessaire pour son mode de vie isolé. Alors que le modem émettait un bourdonnement et cliquait pour établir la connexion avec le monde extérieur, l'esprit de Jerry pensa rapidement aux différentes possibilités. Il commença par rechercher des météorites. Il tapa « grande météorite sphérique » étant météorite métallique piquée. Le moteur de recherche renvoya des centaines d'images de morceaux de roche et de fer noircis et irréguliers, certains marqués par leur descente enflammée dans l'atmosphère. Aucun d'entre eux ne ressemblait à l'objet qui se trouvait dans son hangar. Ils avaient entre des formes chaotiques et fracturées, tandis que la sphère était trop parfaite, sa texture trop uniforme. Il essaya d'autres termes de recherche. Concrétion géologique, formation rocheuse, sphérique naturelle. Il trouva des images de rochers, de Moeraki, et d'autres curiosités géologiques étranges, mais là encore, rien ne correspondait. Il s'agissait clairement de pierre, alors que l'objet dans son hangar avait une composante métallique. Il ne pouvait le nier. La frustration commença à monter. Il passa les 2 heures suivantes à explorer une multitude de pistes numériques. Il rechercha des équipements industriels mis au rebut, de vieilles mines en aval, des ballons météorologiques expérimentaux et même des installations artistiques obscures. Chaque piste logique qu'il suivait le menait à une impasse. L'objet dans son hangar ne semblait appartenir à aucune catégorie connue. Il ne provenait pas de la Terre pour autant qu'il puisse en juger, et s'il venait du ciel, il ne ressemblait à aucun débris spatial jamais répertorié. Le café refroidissait dans sa tasse. Dehors, le soleil était monté haut dans le ciel. Vaincu pour l'instant, Jerry ferma son ordinateur portable. Le silence de la cabane semblait différent à présent, chargé d'un nouveau et profond sentiment de mystère. Il retourna à la remise et ouvrit la porte. Dans la pénombre, la sphère était immobile et silencieuse. Shadow était toujours là, couché à quelques mètres de la porte, la tête sur ses pattes, mais les yeux grands ouverts et fixés sur l'objet, tel un garde silencieux et inébranlable. L'inconnu avait fait irruption dans leur vie tranquille, et Jerry avait le sentiment accablant que rien ne serait plus jamais comme avant. 2 jours passèrent. L'objet dans la remise devint une présence silencieuse et inquiétante dans la vie de Jerry. Il allait le voir régulièrement, s'attendant presque à ce qu'il ait changé, bougé ou peut-être disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu, mais il restait obstinément inerte, comme une énorme interrogation sombre au milieu de son atelier. Le calme de sa propriété, autrefois source de réconfort, lui semblait désormais être un souffle retenu. Shadow était son baromètre constant de l'invisible. L'avait été remplacé par une vigilance silencieuse et attentive. Il s'allongeait souvent sur le seuil de la cabane, le regard fixé sur la porte de la remise, comme s'il pouvait sentir la nature étrangère de l'objet qui rayonnait à travers le bois. C'était en fin d'après-midi, le 3e jour, que l'harmonie familière de la nature sauvage fut rompue. Cela commença par un faible bourdonnement, un son si déplacé qu'il fallut un moment à Jerry pour l'identifier comme étant le moteur d'un véhicule. Il était sur son porche, en train de huiler son fusil de chasse, une tâche qu'il trouvait méditative. Shadow, qui somnolait à ses pieds, bondit en un instant, un grognement profond et menaçant grondant dans sa poitrine, le poil hérissé, et il se déplaça vers le bord du porche, le corps bas étendu, les yeux rivés sur la longue piste non goudronnée qui servait d'aller à Jerry.
Une camionnette grise, propre et banale, sans logo d'entreprise sur les portières, roula lentement dans la clairière et s'arrêta à une distance respectueuse de la cabane. C'était un modèle récent, du genre qui semblait capable mais qui n'avait manifestement jamais connu une journée de travail difficile dans ce coin reculé du Montana. Elle était aussi voyante qu'une limousine. 2 hommes en descendirent. Celui qui sortit du côté conducteur était plus âgé, probablement la quarantaine bien avancée, avec une coupe de cheveux soignée et un visage doux d'universitaire qui semblait mal adapté à cet environnement rude. Il portait un coupe-vent qui semblait neuf et des chaussures de randonnée propres, la tenue de quelqu'un qui essaie de ressembler à un amateur de plein air sans en avoir l'expérience. Il se déplaçait avec un calme étudié, un sourire poli déjà figé sur son visage. Son compagnon était plus jeune, plus grand et ne disait rien. Il avait les cheveux courts et foncés et une silhouette athlétique et mince que sa veste simple et son jean ne pouvaient. Son visage était un masque d'observation détaché, ses yeux bougeant constamment pour embrasser la cabane, la lisière des arbres, et Jerry lui-même. Son immobilité était d'un autre genre que celle de Jerry. C'était l'immobilité patiente et tendue d'un prédateur. Le grognement de Shadow s'intensifia, un avertissement clair et sans ambiguïté. « Doucement, mon garçon, dit Jerry doucement, sans quitter les visiteurs des yeux. Il ne fit pas le moindre geste pour saisir son fusil, mais le laissa reposer sur ses genoux, une déclaration désinvolte mais claire. L'homme plus âgé leva la main dans un geste apaisant. « Bonjour, j'espère que nous ne sommes pas en infraction. Je m'appelle Evans et voici mon collègue, Monsieur Cole. Nous travaillons pour l'US Geological Survey. » Jerry acquiesça lentement, le visage impassible. « Jeremiah Hayes, vous êtes bien loin de toute étude géologique ici. » « C'est justement ça, » dit Evans avec un sourire inébranlable. « Nous sommes ici parce que nos instruments ont détecté quelque chose d'inhabituel. L'un de nos satellites de surveillance a capté une anomalie géomagnétique unique et très localisée, provenant précisément de cette zone, une brève et puissante impulsion il y a quelques jours. Et le genre de signature qui pourrait indiquer un gisement météoritique rare ou peut-être un filon minéral non répertorié. Nous avons été chargés de faire une étude préliminaire du terrain. L'explication était plausible, délivrée avec une assurance tranquille qui aurait rassuré la plupart des gens, mais Jerry avait l'impression qu'elle avait été répétée. Son regard se posa sur Shadow, qui n'avait pas relâché sa vigilance. La méfiance du chien était palpable, un bouclier entre son maître et les étrangers. « N'avons rien remarqué d'inhabituel, » répondit Jerry d'une voix calme. « Tout est calme, comme d'habitude. » Le regard de M. Cole passa de Jerry à la remise, s'y attardant un instant de trop. C'était un changement subtil, mais Jerry le remarqua. Le sourire d'Evans ne faiblit pas. Parfois, ces choses ne sont pas évidentes à l'œil nu. Nous parlions de fluctuations subtiles dans le champ magnétique. Aviez-vous récemment trouvé quelque chose d'inhabituel, une roche étrange peut-être, ou tout autre objet qui semblait être tombé du ciel? Les questions devenaient donc plus précises, une sonde douce mais persistante. Il ne faisait non pas que enquêter sur une anomalie, il cherchait un objet. L'alarme interne de Jerry, longtemps resté en sommeil, se mit à sonner, un avertissement discret mais urgent. Ces hommes n'étaient même pas des géologues. Les géologues portaient des marteaux de géologues et du matériel de topographie. Ces hommes dégageaient une aura d'autorité et cachaient leurs intentions. « Je ne peux pas dire que j'ai trouvé quelque chose, » dit Jerry en serrant légèrement la crosse en bois de son fusil. « Juste les rochers et les arbres habituels. Mais si j'en vois qui sortent de l'ordinaire, je ne manquerai pas d'en informer le gouvernement. » Shadow fit un pas délibéré en avant, un grognement sourd s'échappant de ses lèvres. Monsieur Cole, l'observateur silencieux, déplaça son poids de manière presque imperceptible, sa main se rapprochant légèrement de l'ouverture de sa veste. Il observait le chien avec une concentration déconcertante, l'évaluant non pas comme un animal de compagnie, mais comme une menace. Evans eut un petit rire nerveux. « C'est un sacré chien de garde, il sait bien juger les gens, » dit Jerry d'un ton neutre. Le sous-entendu était clair. Un moment de silence tendu s'installa, seulement rompu par le murmure du vent dans les pins. Le sourire professionnel d'Evans commença enfin à se fissurer. Il s'attendait à un simple habitant coopératif, pas à un vétéran méfiant avec un chien redoutable et un refus tacite de céder. « Eh bien, dit Evans en s'éclaircissant la gorge, pour être complet, nous apprécierions de pouvoir jeter un coup d'œil rapide à votre propriété, peut-être prendre quelques mesures. Nous avons un magnétomètre portable dans le camion, cela ne prendrait pas longtemps. »« C'est une propriété privée, » déclara Jerry simplement. Ce n'était ni une question ni une négociation, c'était un fait. « Bien sûr, Nzontikwa, » dit Evans en levant rapidement les mains
à nouveau. Nous n'imposerions rien sans votre permission. C'est juste qu'une découverte de cette nature pourrait avoir une importance scientifique significative. Ses yeux, comme ceux de ses collègues, se sont tournés vers la remise. L'objet de leur intérêt devenait de plus en plus clair à chaque seconde. Ils savaient qu'il y avait quelque chose ici, ou du moins ils en avaient une très forte suspicion. L'histoire du satellite était leur couverture, la clé pour accéder à son terrain. Jerry s'est levé lentement, le fusil tenu, s'enserrer dans une main, pointé vers le sol pour plus de sécurité. Son geste était un signal clair que la conversation était terminée. Comme je l'ai dit, je n'ai trouvé rien et j'apprécierais que vous respectiez ma vie privée. Bon retour. Les deux hommes échangèrent un bref regard presque imperceptible, qui traduisait leur frustration commune et leur réévaluation de la situation. Là se fissura, remplacée par une froide distance professionnelle. « Très bien, monsieur Hayes, » dit-il d'une voix désormais dépourvue de sa chaleur initiale. « Merci de votre temps. » Ils se retournèrent et retournèrent au camion sans un mot. Alors qu'ils s'éloignaient, Jerry resta debout sous le porche, Shadow fermement à ses côtés, jusqu'à ce que le pick-up gris ne soit plus qu'un nuage de poussière au loin. Le calme revint, mais c'était un calme différent, le silence d'un champ de bataille après la première escarmouche. Il posa sa main sur la tête de Shadow, caressant son épaisse fourrure. Le chien finit par se détendre, se penchant vers son maître et son grognement s'estompant en un grondement sourd. « Tu avais raison, mon garçon », a murmuré Jerry, les yeux fixés sur la piste vide. « Tu avais raison depuis le début. » Ce n'était un des pas des géologues et il savait avec une certitude qui le refroidissait plus que l'air automnal qu'il reviendrait hante. La poussière soulevée par le camion gris s'est dissipée, mais le malaise qu'elle a laissé derrière elle pesait lourdement dans l'air. Jerry est resté longtemps sur le porche, une main posée sur la tête de Shadow, l'autre tenant distraitement son fusil. Son esprit, entraîné à analyser les menaces et à anticiper les mouvements de l'ennemi, travaillait frénétiquement. L'histoire des hommes était un mensonge, et un mensonge paresseux. Une véritable équipe de géologues aurait été équipée de matériel visible. Leur comportement aurait été celui de la curiosité scientifique et non d'un interrogatoire voilé. Le terme qu'ils avaient utilisé, anomalie géomagnétique, était spécifique. Cela signifiait que l'objet dans son hangar émettait quelque chose, un signal ou une signature énergétique qui avait été captée à distance. Ce satellite cherchait pas des roches, mais quelque chose de précis, et il l'avait trouvé sur ces terres. Il savait, ou s'il ne savait pas exactement ce que c'était, il savait où c'était, et leur approche polie et réservée n'était que la première étape d'un scénario familier. D'abord, ils demandent. Quand ça échoue, ils reviennent et ils pourraient ne pas demander à nouveau. Il est rentré, a verrouillé la porte et vérifié les serrures de ses fenêtres. C'était genre des mesures simples et pratiques, mais il savait qu'elles seraient inutiles contre une force déterminée. Il était seul, avec un fusil et un chien très courageux, contre une agence inconnue dotée d'une technologie satellitaire et d'un nombre incalculable d'agents, comme les deux qui venaient de partir. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté l'armée, Jerry ressentait le froid de l'isolement, non pas comme un réconfort, mais comme une vulnérabilité. Il était seul ici, et il le savait, il ne pouvait pas appeler le shérif local. Que lui dirait-il ? Qu'il avait trouvé une étrange boule dans le lac et que deux hommes polis du gouvernement lui avaient posé des questions à ce sujet. Il penserait qu'il était un vieux ermite paranoïaque. Il ne pouvait pas signaler l'objet lui-même sans qu'il soit confisqué par les personnes mêmes auxquelles il se méfiait profondément désormais. Il était acculé. Shadow lui donna un petit coup de patte en gémissant doucement, comme s'il sentait la tempête qui se préparait dans l'esprit de son maître. Jerry baissa les yeux vers les yeux intelligents du chien. Il n'était pas tout à fait seul, il avait Shadow, mais cette situation exigeait plus que de la loyauté et un bon fusil. Elle exigeait un autre type d'expertise, un autre type d'esprit. Ses pensées se tournèrent vers un homme à qui il n'avait pas parlé depuis plus d'1 an, mais qui restait un point fixe d'intégrité et de brillant dans sa vie. Thomas Tom Miller. Ce nom apporta une lueur de chaleur dans l'esprit de Jerry, un souvenir d'il y a une éternité. Il vit une version plus jeune de lui-même, un lycéen agité dans une salle de classe étouffante, plus intéressé par les bois à l'extérieur que par les équations au tableau, et il vit M. Miller, son professeur de physique, un homme dont la passion pour l'univers était contagieuse. Tom n'était pas comme les autres professeurs. C'était un homme alors âgé d'une 30aine d'années, avec des yeux bienveillants derrière d'épaisses lunettes, une veste en tweed perpétuellement froissée et un enthousiasme sans limite pour les mystères de la science. Il avait vu au-delà de l'apparence rude de Jerry et avait reconnu un esprit vif et curieux.
C'était Tom qui avait encouragé la curiosité de Jerry, qui lui avait parlé non pas comme à un adolescent en difficulté, mais comme à un compagnon de quête de réponse. Il avait été un mentor, un guide qui lui avait montré l'ordre élégant et profond du cosmos avant que Jerry ne choisisse l'ordre chaotique créé par l'homme dans l'armée. Leur amitié avait traversé les décennies, comblant les différences considérables entre leurs vies grâce à des lettres peu fréquentes et des appels téléphoniques occasionnels. Tom avait maintenant près de 70 ans. Il était professeur émérite à la retraite de l'Université d'État du Montana et menait une vie tranquille. Mais Jerry savait que sous ses airs de gentil grand-père, l'esprit de Tom était toujours aussi vif et insatiablement curieux. Plus important encore, il était la seule personne que Jerry connaissait qui possédait à la fois l'intelligence nécessaire pour comprendre l'objet qui se trouvait dans la remise et l'intégrité requise pour lui confier un secret aussi dangereux. La décision était prise. Prendre contact avec lui était un risque, car cela signifiait entraîner son vieil ami dans cette aventure, quelle qu'elle soit. Mais rester assis là, à attendre le retour inévitable de ces hommes, n'était pas un risque, c'était une certitude. Il se dirigea vers son téléphone satellite, un équipement d'urgence qu'il utilisait rarement, et Comp composa le numéro familier de mémoire. Il sonna 2 fois avant qu'une voix chaleureuse et légèrement rauque ne réponde. Tom Miller à l'appareil. Tom, c'est Jerry Hayes. Une véritable joie se fit entendre à l'autre bout du fil. Jerry, mon Dieu, ça fait plaisir de t'entendre. Comment vas-tu là-bas dans la nature sauvage? Tu te bats toujours avec les ours pour ton café du matin? Jerry esquissa un petit sourire. Quelque chose comme ça. Écoute, Tom, désolé de t'appeler à l'improviste, mais je me trouve dans une situation étrange et tu es la seule personne à qui je puisse penser pour t'appeler. L'humour dans la voix de Tom fit instantanément place à l'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas, fiston? Tu as l'air sérieux. Jerry prit une profonde inspiration et commença à expliquer. Il commença par la matinée, au bord du lac, avec le comportement étrange de Shadow. Il décrivit l'objet en détail, sa taille, son poids impossible, sa froideur, sa texture étrangère. Il raconta ses recherches infructueuses sur Internet, puis il parla à Tom des 2 hommes, de leur histoire de couverture concernant l'US Geological Survey et de leur mention spécifique d'une anomalie géomagnétique. Il parla sans interruption pendant près de 10 minutes. À l'autre bout du fil, Tom resta complètement silencieux. Jerry s'attendait presque à ce que son vieil ami lui suggère gentiment qu'il était seul dans les bois trop longtemps. Lorsqu'il eut terminé, le silence s'étira pendant quelques longues secondes, puis Tom finit par parler. Sa voix n'étant plus seulement inquiète, mais chargée d'une intense énergie intellectuelle. « Jérémia, dit-il lentement, utilisant le nom qu'il n'employait que lorsqu'il était profondément concentré, es-tu certain de la froideur, plus froide que la température ambiante de l'eau? Oui, de manière significative. Et la texture, tu as dit bosselée mais avec des crêtes, y a-t-il un motif discernable? De près, cela semble chaotique, mais de loin, cela semble intentionnel. Je ne peux pas mieux l'expliquer. » Une autre pause. Jerry pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de son vieil ami. « Une anomalie géomagnétique localisée, » murmura Tom pour lui-même. Ce n'est pas un terme qu'ils utiliseraient, Pinot, pour une simple météorite. Cela implique une émission soutenue ou récente, une source active. Loin d'être sceptique, Tom était intrigué, son esprit scientifique captivé par l'énigme. Il n'entendait pas l'histoire d'un vétéran paranoïaque. Il entendait une série de données qui défiaient toute explication conventionnelle. Jerry, tu as eu tout à fait raison de leur refuser l'entrée et tu as raison d'être méfiant. Cela ressemble à aucune étude géologique officielle dont j'ai entendu parler. La voix de Tom devint ferme. Je veux que tu fasses 2 choses pour moi. Premièrement, n'essaie en aucun cas d'ouvrir ou d'endommager l'objet. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est ni de ce qu'il pourrait contenir. Deuxièmement, reste où tu es. Je fais mes bagages. Je peux être sur la route dans 1 heure si le trafic est fluide. Je peux être chez toi demain midi. Une vague de soulagement submerge Jerry, si puissante qu'elle le rend presque faible. Es-tu sûr, Tom? Je risque de t'entraîner dans quelque chose de dangereux. Mon garçon, dit Tom, et il y a dans sa voix une étincelle de son ancien moi enseignant et aventurier. J'ai passé les 10 dernières années de ma retraite à lire des ouvrages sur l'univers. L'occasion de voir une partie de celui-ci qui ne correspond pas à nos modèles, ce n'était pas un danger, Jerry, c'est une invitation. Je ne manquerais ça pour rien au monde. La longue attente fut une épreuve de patience. Jerry passa la matinée à faire les 100 pas, à nettoyer son fusil une 2e fois et à regarder la route déserte.
L'ombre reflétait l'agitation de son maître, un fantôme gris et silencieux se déplaçant de la fenêtre à la porte. Vers midi, le bruit d'un moteur a finalement rompu le silence. Forcément, fut un profond soulagement. Une vieille Subaru Outback, éclaboussée de boue, débordant de livres et de cartons à l'arrière, a déboulé dans la clairière. La porte du conducteur s'est ouverte et Thomas Tom Miller en est sorti, exactement comme Jerry l'avait imaginé à 72 ans. Tom était un homme animé d'une énergie juvénile qui défiait son âge. Ses cheveux blancs formaient une auréole chaotique autour d'un visage aimable et buriné, et ses yeux vifs et curieux, agrandis par une paire de lunettes à monture métallique, semblaient avoir tout embrassé d'un seul coup. Il portait une veste en tweed usée sur une simple chemise en jean, et ses bottes pratiques suggéraient qu'il était toujours un homme qui préférait le travail sur le terrain à une amphithéâtre. Il aperçut Jerry sous le porche et son visage s'illumina d'un large sourire sincère. « Jeremiah, tu as l'air aussi indestructible que jamais. » Ils se serrèrent fermement la main, signe d'une longue amitié et d'un respect mutuel. Le regard de Tom se posa immédiatement sur Shadow, qui se tenait à côté de Jerry, vigilant mais pas agressif. « Ça doit être le célèbre Shadow, » dit Tom d'une voix douce. Il n'a pas essayé de caresser le chien, mais lui tendit simplement le dos de la main pour qu'il l'inspecte. Un animal magnifique. Je fais entièrement confiance à son jugement. Shadow renifla la main tendue, sembla l'approuver et recula d'un demi-pas, son devoir de gardien étant satisfait pour le moment. « La raison pour laquelle j'ai appelé, » dit Jerry d'une voix grave. « Laisse-moi te montrer. » Tom prit 2 sacs de voyage qui semblaient lourds dans sa voiture et Jerry le conduisit à la remise. Lorsque Jerry ouvrit la lourde porte, révélant la sphère sombre reposant au centre de la pièce, Tom s'arrêta net dans l'embrasure de la porte et laissa échapper un sifflement admiratif, un son de pure admiration. « Bon sang !» souffla-t-il. Ses lunettes glissèrent sur son nez et il les remit en place, les yeux écarquillés d'émerveillement, comme un enfant voyant l'océan pour la première fois. « C'est remarquable, dit-il en s'approchant lentement, avec le respect d'un archéologue entrant dans une tombe intacte. Il ne la toucha pas tout de suite, mais en fit le tour, ses yeux perçants absorbant chaque détail de sa surface bosselée et striée. Shadow, comme auparavant, resta près de la porte ouverte, observateur silencieux et poilu. « Allons prendre quelques mesures de référence, dit Tom, la voix tremblante d'excitation. Il ouvrit l'un de ses sacs, révélant un assortiment d'instruments scientifiques. Il en sortit d'abord un compteur Geiger, l'alluma et le passa sur l'objet. L'appareil resta heureusement silencieux, n'émettant que le clic lent et occasionnel du rayonnement de fond normal. « Au moins, cela ne va pas nous empoisonner, » nota Tom avec un pragmatisme joyeux. « C'est bon début. » Il prit ensuite un magnétomètre portable et, lorsqu'il l'approcha de la sphère, l'aiguille de l'affichage analogique de l'appareil monta jusqu'à la valeur maximale, tendue contre sa broche, et un bourdonnement audible émanait de la machine. « Jerry, tes visiteurs ne m'entendaient pas au sujet de l'anomalie, » dit Tom, les yeux brillants. Le champ magnétique généré par cette chose est incroyablement puissant et stable. Ce n'était pas comme une pierre magnétique naturelle, c'est un champ concentré et conçu. Il a ensuite sorti une petite caméra thermique qu'il a connectée à son téléphone. Il l'a pointée vers la sphère et l'écran a affiché un violet profond et uniforme. Comme tu l'as dit, elle rayonne de froid. Sa température de surface est de plusieurs degrés, inférieure à la température ambiante dans ce hangar. Elle absorbe activement la chaleur de son environnement, ce qui n'est pas possible sans une source d'énergie interne et un système de réfrigération. Pendant l'heure qui a suivi, Tom a travaillé, prenant des mesures, notant des informations dans un petit journal relié en cuir et murmurant des théories scientifiques pour lui-même. Jerry est resté à ses côtés, répondant à ses questions et observant son vieil ami travailler, sentant une petite partie du poids qui pesait sur ses épaules commencer à s'alléger. Mais malgré tous les tests, il n'était pas plus près de comprendre ce qu'était cet objet. C'était une sphère parfaite, sans joint, qui ne donnait aucun indice sur son origine ou son utilité. C'était une serrure sans trou de serrure visible. « Je suis perplexe », admit finalement Tom en passant la main dans ses cheveux rebelles. C'est clairement artificiel, il y a une source d'énergie, mais il n'y a pas de joint, pas de trappe, pas de panneau de contrôle, c'est une boîte noire totale. C'est alors que le comportement de Shadow changea. Il était resté couché patiemment à l'entrée, mais il se leva et fit quelques pas hésitants dans la remise, ce qu'il avait refusé de faire depuis l'arrivée de l'objet. Il poussa un gémissement interrogateur et pencha la tête sur le côté, ses oreilles tournant comme s'il essayait de localiser un son que personne d'autre ne pouvait entendre. « Qu'y a-t-il, mon garçon » demanda Jerry doucement. Shadow l'ignora. Il se mit à faire les 100 pas devant la sphère de plus en plus agité.
Ses gémissements devinrent plus insistants. Il était clairement en détresse, mais aussi attiré par une force invisible. Finalement, il s'arrêta, le corps rigide, le regard fixé sur un point insignifiant de la hémisphère inférieure de la sphère. Il baissa la tête, son nez sensible frétillant furieusement tandis qu'il reniflait la surface. Un grognement grave grondait dans sa poitrine, et il poussa doucement, presque avec hésitation, l'endroit avec son nez avant de reculer et de regarder Jerry avec une expression d'appel urgent. Tom, qui observait chaque mouvement du chien, s'agenouilla. Il a trouvé... Quelque chose, murmura-t-il. Ses sens ont détecté quelque chose que tout mon équipement a manqué. Tom sortit une puissante lampe de poche de la taille d'un stylo et une loupe de la poche de sa veste et les dirigea vers l'endroit indiqué par Shadow. Au début, il ne vit rien d'autre que la même texture noire, mate et piquée que le reste de la sphère. « Il n'y a rien ici, dit-il d'un ton déçu. « Regarde encore, insista Jerry, qui faisait implicitement confiance à son chien. Tom se pencha plus près, son nez touchant presque la surface froide. Il passa ses doigts sur la zone, puis s'arrêta. « Attends, souffla-t-il. Il inclina la lampe de poche pour capter la lumière de la bonne manière. « Il y a une ligne, mon Dieu, elle est pratiquement invisible. » Il l'avait trouvée, une fine ligne, pas plus épaisse qu'un fil d'araignée, traçant un cercle parfait de la taille d'une main humaine. Elle suivait si parfaitement les arêtes naturelles et chaotiques de la surface qu'il était presque impossible de la distinguer. « Il doit entendre quelque chose qui en provient, » théorisa Tom, la voix pleine d'excitation. « Une vibration à haute fréquence ou une odeur, peut-être un gaz à peine perceptible qui s'échappe, quelque chose que lui seul peut détecter. » Shadow gémit à nouveau, confirmant clairement qu'il avait fait son travail. Ses sens aiguisés et supérieurs avaient en fourni la clé que l'homme et la machine n'avaient pas pu trouver. Ils avaient désormais un point de départ. La boîte noire n'était plus entièrement dépourvue de caractéristiques, elle avait une porte. La seule question qui restait était de savoir comment l'ouvrir. La découverte de la jointure changea l'atmosphère dans la remise, passant d'un mystère passif à une tension palpable et active. La sphère n'était plus seulement un objet à observer, c'était une énigme qui demandait à être résolue. Il n'y a ni poignée ni bouton, songea Tom, le visage près du cercle presque invisible. Le design est trop élégant pour quelque chose d'aussi grossier. Cela doit être activé par pression, expliqua-t-il sa théorie à Jerry. Le mécanisme nécessitait probablement une pression spécifique et soutenue, appliquée uniformément sur toute la couture circulaire pour le déclencher. Un simple coup ou une simple pression ne servirait à rien. C'était une serrure conçue pour être ouverte intentionnellement et non par accident. « Tes mains sont plus stables que les miennes, » dit Tom en regardant Jerry. « Laisse-moi te guider. » Jerry s'agenouilla dans une posture de concentration absolue. Shadow, sentant la gravité du moment, s'avança et s'allongea derrière les deux hommes, formant un bastion silencieux et poilu de soutien. Tom positionna les doigts de Jerry le long de la couture, lui demandant d'appliquer une pression lente et uniforme. Jerry prit une profonde inspiration, comme il le faisait, avant de tenter un tir difficile, et appuya pendant un moment. Rien ne se passa. La surface restait froide et inflexible. Puis un faible bourdonnement emplit la remise, un son qui vibrait non pas dans leurs oreilles, mais au plus profond de leurs os. La section circulaire s'illumina d'une douce lumière blanche interne, accompagnée d'un sifflement semblable à de l'air qui s'échappe. Le cercle ne s'ouvrait, mais devenait complètement transparent, révélant une cavité profonde et sombre à l'intérieur de la sphère. De l'obscurité au centre, un seul point de lumière émergea et s'épanouit vers l'extérieur, créant un affichage tridimensionnel silencieux qui flottait dans l'air au-dessus de l'ouverture. Ce n'était pas un écran montrant des images, c'était un univers miniature en train de naître. Jerry et Tom le regardaient complètement fascinés. L'affichage commença par la simplicité époustouflante des principes fondamentaux. Un seul proton apparut, orbité par un seul électron, l'atome d'hydrogène. Tom murmura d'une voix empreinte de respect, l'élément constitutif le plus fondamental. L'image changea pour montrer un cercle traversé par une ligne, puis cette ligne s'enroulant autour de la circonférence. Le nombre 3,14, la lettre grecque pi, apparut à côté, puis vinrent les impulsions lumineuses, de simples flashs en séquence de nombres premiers, 2 flashs, puis 3, puis 5, 7, 11, 13. « Mon Dieu !» souffla Tom, son choc initial laissant place à une profonde extase académique. « Ce n'est pas un langage de mots, c'est un langage de constantes. C'est un abécédaire universel, un moyen d'établir un terrain d'entente basé sur les lois de la physique et des mathématiques. » Pendant l'heure qui suivit, les deux hommes et le chien regardèrent l'objet poser les fondements de la science dans un ballet silencieux et lumineux.
Il montra la double hélice de l'ADN, cartographia le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma. C'était une carte de vœux écrite avec l'encre même de la réalité. Jerry, qui avait depuis longtemps troqué la physique contre les tactiques de terrain, se trouva fasciné, comprenant les concepts, non pas à travers des équations, mais à travers la pure beauté intuitive de l'affichage. Puis le message commença à changer. L'introduction était terminée. Un modèle détaillé et étonnamment précis du système solaire terrestre se matérialisa dans l'espace au-dessus de la sphère. Les planètes tournant sur leurs orbites familières autour d'un soleil brillant, puis la perspective recula à une vitesse impossible. Les étoiles et les nébuleuses défilèrent jusqu'à ce que le système solaire ne soit plus qu'un minuscule point. L'affichage mit alors en évidence plusieurs étoiles proches tournant rapidement, des pulsars. Tom, de plus en plus excité, se précipita vers son ordinateur portable. Utilise les pulsars comme balises de navigation. Ce sont les horloges les plus précises de l'univers. Cela nous indique où nous sommes. De son point de vue, l'écran effectua un zoom arrière, non pas sur la Terre cette fois, mais sur le système solaire dans son ensemble. Une ligne temporelle apparut en dessous, une simple ligne s'étendant vers le passé et le futur. Puis, depuis le bord de l'écran, un vaste nuage scintillant qui ressemblait à de la poussière cosmique ou à de l'énergie commença à dériver à travers le champ stellaire. Il était immense, éclipsant leur système solaire. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jerry d'une voix grave. « Je ne sais pas », répondit Tom en tapant furieusement sur son ordinateur portable, comparant la carte stellaire de l'écran avec les cartes astronomiques connues. Cela ne correspond à aucune nébuleuse ou champ d'énergie connu. L'écran montrait le nuage scintillant poursuivant son lent et inexorable voyage. « C'est pas », répondit Tom en tapant furieusement sur son ordinateur portable, comparant la carte stellaire de l'écran avec les cartes astronomiques connues. Cela ne correspond à aucune nébuleuse ou champ d'énergie connu. L'écran montrait le nuage scintillant poursuivant son lent et inexorable voyage. Il montrait le nuage croisant leur système solaire alors qu'il passait à travers les planètes. L'écran était baigné d'une violente lumière cramoisie. Un marqueur apparut sur la ligne du temps indiquant quand cet événement s'était produit. Les doigts de Tom s'est figé sur son clavier, il a fixé la date, le visage décoloré. « Il y a 252 millions d'années », a-t-il murmuré d'une voix tremblante. Il a regardé Jerry, les yeux écarquillés d'horreur et d'incrédulité. « Jerry, c'est la fin de la période permienne, la grande extinction, le plus grand événement d'extinction massive de l'histoire de la Terre. Plus de 90% de toute vie sur la planète a été anéantie. Les scientifiques n'ont jamais pu s'accorder sur la cause. L'écran pas terminé. Il montrait le nuage dépassant de leur système et poursuivant son voyage à travers la galaxie sur une vaste orbite cyclique, puis il montrait le nuage tournant et commençant son long et lent retour. La ligne du temps sous l'écran commença à avancer, du passé lointain à l'ère des dinosaures, en passant par l'essor de l'humanité jusqu'à nos jours. Un point rouge clignotant apparut, marquant leur position actuelle dans le temps. Plus loin sur la ligne, un autre marqueur apparut, indiquant le. L'affichage a ensuite zoomé sur ce dernier marqueur, montrant la vague d'énergie destructrice et scintillante qui croisait à nouveau leur système solaire. La date n'était pas dans des millions d'années, ni même dans des siècles. La chronologie suggérait qu'elle était terriblement proche, ce qui semblait impossible. L'affichage lumineux s'est estompé, le point lumineux se contractant à nouveau dans l'obscurité à l'intérieur de la sphère. Le bourdonnement a cessé, le panneau circulaire est redevenu opaque et le silence était revenu dans la remise. Mais c'était un silence lourd et suffocant, rempli du poids et de ce dont il venait en prendre d'être témoin. Tom ferma lentement son ordinateur portable, le visage pâle, son excitation initiale complètement éteinte, remplacée par une compréhension profonde et glaciale. Il ressemblait moins à un scientifique qui venait de faire la découverte de sa vie qu'à un médecin qui venait de lire un diagnostic terminal. Il se tourna vers Jerry, son vieil ami, son ancien élève. « Ce n'est pas un salut, » dit Tom d'une voix à peine audible. « Ce n'est pas un message de paix ou une carte vers les étoiles, c'est un avertissement, mon garçon, un phare laissé par quelqu'un, quelque chose pour avertir tout navire qui passe par là. » Il retira ses lunettes et se frotta les yeux, comme s'il pouvait effacer les images qu'il venait de voir. « Une tempête approche, Jerry, » dit-il, la voix tremblante devant l'énormité de la situation. « Une tempête qui a déjà frappé ce monde et qui revient. » Le poids du message de la sphère s'abattit sur les deux hommes, un fardeau écrasant et silencieux. La vaste menace cosmique était trop grande, trop abstraite pour être pleinement comprise, mais le danger immédiat, celui personnifié par les deux hommes dans le camion gris, était quelque chose que Jerry comprenait parfaitement.
Ces années d'entraînement lui avaient appris à trier les menaces, et le danger clair et présent n'était pas dans les étoiles, mais ici même, sur Terre. Ils reviendront, Tom, dit Jerry, sa voix rompant le lourd silence qui régnait dans la remise. Son regard était dur, son esprit passant déjà de l'existentiel au tactique. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, Ils reviendront ce soir et ils ne demanderont plus poliment. Tom, qui fixait toujours le cercle sombre et vide sur la sphère où venait de se dérouler un univers de terreur, leva les yeux, le visage pâle et tiré. « Que faisons-nous ? Appeler les autorités, la police et leur dire que… » Jerry rétorqua d'un ton sinistre que nous avions une machine apocalyptique dans ma cabane et que le gouvernement essayait de la voler. Il nous enfermerait dans une chambre capitonnée. Non, nous sommes livrés à nous-mêmes. Il bougea avec une détermination sinistre, son choc initial remplacé par une résolution froide et familière. Il se dirigea vers la cabane et revint quelques instants plus tard avec son fusil et 2 boîtes de munitions qu'il posa sur l'établi robuste. Il rapporta également une puissante lanterne à piles et 2 lourdes lampes de poche. « Nous restons ici, décida Jerry, les yeux balayant l'intérieur de la remise. C'est la position la plus défendable. Ils veulent Husky ici, ils devront donc venir à nous. » Alors que le crépuscule commençait à envahir le ciel, projetant de longues ombres violettes à travers la clairière, la tension à l'intérieur de la cabane devint presque insupportable. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles dans l'air frais leur envoyait une décharge d'adrénaline. Shadow était une statue de muscles tendus et de sens aiguisés, positionnée juste à l'intérieur de la porte fermée. Il ne bougeait pas et ne gémissait pas, il était dans un état de pure concentration, prêt à agir, les oreilles dressées, le nez humant l'air. Les heures passèrent, la lune se leva, tel un croissant d'argent, dans un ciel parsemé d'étoiles, offrant peu de lumière. Jerry avait éteint les plongeant dans une obscurité presque totale, seulement rompue par les minces faisceaux de leurs lampes de poche. Il avait barré la porte de l'intérieur avec un lourd morceau de bois. Tom était assis sur un seau renversé près de la sphère, le visage crispé par l'angoisse. Jerry se tenait près du mur, son fusil en position basse, prêt à tirer, ses sens tendus à leur limite absolue. C'est Shadow qui donna le premier avertissement, un grognement si grave qu'il ressemblait plus à une vibration qu'à un son, émanant de la poitrine du chien. Ses oreilles se sont aplaties contre son crâne et les poils le long de sa colonne vertébrale se sont hérissés. Jerry a immédiatement porté son fusil à l'épaule, a désactivé la sécurité d'un coup de pouce et s'est dirigé vers la petite fenêtre sale de la remise et scruta l'obscurité. Au début, en sonnant, il ne vit rien, puis il aperçut un mouvement à la lisière de la forêt. Des silhouettes se déplacèrent avec une fluidité et une discrétion qui témoignaient d'un entraînement intensif. Elles étaient vêtues d'uniformes tactiques sombres et leurs visages étaient amplement dissimulés. Il en compta 4, non, 5, qui s'éparpillaient pour encercler la remise. Il s'agissait d'une petite équipe soigneusement sélectionnée, conçue pour mener un assaut rapide, silencieux et écrasant, dans le but de neutraliser une cible sans alerter les autorités locales. « Ils sont là », murmura Jerry. Tom, l'équipe se déplaçait avec une efficacité effrayante. Il n'y avait pas d'ordre crié, seulement des signaux de la main dans la pénombre. 2 hommes se dirigèrent vers l'arrière de la remise, tandis que 3 autres s'approchaient de la porte d'entrée. Jerry s'éloigna de la fenêtre et se positionna derrière l'énorme établi en chêne qu'il avait incliné pour offrir une couverture maximale. L'ombre s'éloigna de la porte, ses grognements désormais audibles, un son furieux et désespéré. Un clic métallique retentit depuis la porte lorsqu'ils essayèrent à la poignée et constatèrent à l'entélé qu'elle était verrouillée. Il y eut un moment, puis vint un bruit sourd et lourd lorsque le bélier frappa le bois. Tom sursauta violemment. Un deuxième bruit sourd retentit et la barre de bois que Jerry avait placée en travers de la porte se brisa. « Tom, dit Jerry d'une voix calme et posée malgré le chaos, la sphère, quand je te le dis, tu l'actives comme nous. L'avons vu. » L'écran leur avait montré une dernière séquence après l'avertissement, un simple motif géométrique qui semblait indiquer un mécanisme de défense. Ils n'avaient aucune idée de ce que cela ferait, mais c'était leur seule chance. Un troisième et dernier fracas retentit et la porte du hangar explosa vers l'intérieur, arrachée de ses gonds. 3 silhouettes se précipitèrent à l'intérieur, leurs mouvements rapides et précis. À travers la lueur verte de leurs lunettes de vision nocturne, ils virent une scène de chaos, mais au centre de ce chaos se trouvait un point d'immobilité absolue. Ils furent accueillis par la vue de Jeremiah Hayes, le visage figé comme du granit, regardant dans le canon de son fusil de chasse. Il n'était pas paniqué, il n'avait pas peur, c'était un vétéran dans son élément, tenant bon. Le chef, armé d'une mitraillette silencieuse, se figea sur place. Son équipe s'arrêta derrière lui.
Il s'attendait à un vieil homme facile à maîtriser, mais il ne s'attendait pas à une résistance aussi calme et déterminée. Le face-à-face dura une seconde à couper le souffle, un tableau figé du chasseur et de la proie. Cette seconde était tout ce dont Tom avait besoin. Tom Jerry cria tandis que l'attention de l'intrus était concentrée sur Jerry. Tom, les mains tremblant violemment, tendit le bras et appuya sa paume à plat contre le panneau circulaire de la sphère. Il traça le motif défensif qu'il avait mémorisé, ses doigts se glissant sur la surface froide et lisse. La sphère réagit instantanément, le bourdonnement profond et résonnant revint, et 1000 fois plus puissant qu'auparavant, vibrant à travers le plancher. Un flash brillant et silencieux de lumière bleu cobalt jaillit de la sphère, baignant la remise d'une lueur surnaturelle pendant une fraction de seconde. Ce n'était pas une explosion, mais une vague d'énergie pure, une impulsion. L'effet sur les intrus fut immédiat et catastrophique. Le monde lumineux vert, vu à travers leurs lunettes de vision nocturne, disparut, les plongeant dans une obscurité totale et désorientante. Les lumières sécondaires tactiques montées sur leurs armes clignotèrent et s'éteignirent en main. Les écouteurs qui les reliaient à leur commandant se turent, remplis d'une rafale de parasites. Puis plus rien. Ils étaient aveugles, ils étaient sourds. Leur supériorité technologique avait été effacée en un instant. Des cris de confusion et d'alarme jaillirent d'Orsian des silhouettes sombres. Ils trébuchaient désorientés, leur principal avantage leur ayant été volé dans l'obscurité soudaine et chaotique. Jerry vit là une opportunité. Le bref éclair aveuglant avait gravé la disposition de la pièce dans sa mémoire. Il savait où se trouvait l'ennemi, mais celui-ci n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il se tourna vers Tom, sa voix couvrant les cris paniqués des intrus. « Maintenant, Tom, passe par l'arrière !» Le chaos était une arme et Jerry la maniait avec une habileté acquise par l'expérience. Tandis que les intrus trébuchaient et criaient dans l'obscurité désorientante de la remise, il poussa Tom et Shadow vers une petite porte renforcée à l'arrière, cachée derrière une pile de bois de chauffage. « Par ici !» ordonna-t-il. Ils se précipitèrent en temps dans l'air froid de la nuit et s'enfoncèrent profondément dans les sous-bois denses et enchevêtrés de la forêt nationale de Lolo. La fuite fut une épreuve d'endurance brutale pour Tom, un homme habitué aux bibliothèques et aux laboratoires. C'était un cauchemar éveillé. Shadow était un fantôme à leur côté, se déplaçant avec une grâce silencieuse et sans effort. Jerry était dans son élément, les guidant à travers les affleurements rocheux et finalement dans un torrent de montagnes pour brouiller leurs pistes olfactives. Ils finirent par émerger à des kilomètres de la cabane, tremblants et épuisés. Ils se réfugièrent dans une grotte peu profonde que Jerry connaissait, cachée derrière un rideau de cèdres anciens, pour attendre les premières lueurs de l'aube. Alors que le soleil commençait à se lever, Jerry savait qu'ils avaient besoin d'un véhicule et de provisions. Il les conduisit dans une autre marche épuisante jusqu'à la ferme de Caleb, un vieil ami de ses années de service. Caleb, un homme robuste des montagnes, vit leur état et ne leur demanda pas de détails. Un passé commun et un code de loyauté tacite étaient en fait tout ce dont il avait besoin. Il leur donna un ragoût chaud, des vêtements secs et une petite réserve de nourriture. Il les conduisit ensuite à une grange délabrée. À l'intérieur, sous une bâche poussiéreuse, se trouvait un demanda pas de détails. Un passé commun et un code tacite de loyauté étaient tout ce dont il avait besoin. Il leur donna un ragoût chaud, des vêtements secs et une petite réserve de nourriture. Il les conduisit ensuite dans une grange délabrée. À l'intérieur, sous une bâche poussiéreuse, se trouvait une relique, une Ford F150 de la fin des années 1980, dont la peinture bleue était délavée et écaillée, la carrosserie criblée de bosses et de rouille. « Elle n'est pas très belle, dit Caleb, mais elle n'a pas de papier connu du gouvernement et le moteur tourne bien. » Il mit une carte usée dans la main de Jerry. « Restez sur les routes secondaires, elle vous mènera où vous devez aller. » Jerry acquiesça. « Pas jolie, dit Caleb, mais elle n'a pas de papier connu du gouvernement et le moteur tourne bien. » Il mit une carte usée dans la main de Jerry. « Restez sur les routes secondaires, elle vous mènera où vous devez aller. » Jerry acquiesça, immense gratitude. Il regarda le vieux camion, puis se tourna vers Tom, l'air sombre. « Ça nous mènera où nous devons aller, mais d'abord nous devons retourner en arrière. » Les yeux de Tom ouvrit grand les yeux. Retour à la cabane. « Jerry, il pourrait nous attendre. » Ils ont pris un coup, résonna Jerry d'une voix basse et assurée. Leur équipement est détruit, leur fierté s'est blessée. Ils se sont retirés pour se regrouper et faire leur rapport. Ils pensent que nous sommes à pied, perdus dans les bois. Ils ne s'attendent pas à ce que nous revenions, pas maintenant, pas aussi vite. Nous ne leur laisserons pas.
Le trajet du retour fut tendu et silencieux. Jerry conduisit le vieux camion avec une confiance tranquille et le gara dans une alcôve cachée à près d'1 kilomètre de sa propriété. Il laissa Tom et Shadow avec le camion et continua à pied, son fusil à la main, se déplaçant comme un fantôme dans les bois qu'il connaissait si bien. Il passa près d'1 heure à explorer les lieux, ses yeux ne manquant rien. La clairière était vide, le pick-up gris avait disparu, les seuls signes de la violence de la nuit précédente étaient beau la porte éclatée de son hangar et les traces légères qu'il. Il fit signe à Tom et, ensemble, ils conduisirent le camion dans la clairière. La vue familière de sa maison désormais violée envahit Jerry d'une colère glaciale, mais il la réprima. Ils avaient une mission à accomplir. Ils reculèrent Hurleford jusqu'à la porte brisée de la remise. À l'intérieur, la sphère était impassible et silencieuse, exactement là où ils l'avaient laissée. Shadow montait la garde à l'orée de la clairière, un grognement sourd grondant dans sa poitrine, ses oreilles lents tournant dans tous les sens pour capter le moindre bruit. À l'aide de la lourde bâche en toile utilisée précédemment et quelques planches pour faire une rampe, ils entreprirent la tâche exténuante de rouler l'objet incroyablement dense jusqu'à l'arrière du camion. Ce fut un processus lent et éprouvant, chaque éraflure de la sphère sur le bois résonnant comme un coup de feu dans le silence tendu. Finalement, après un dernier effort coordonné, la sphère se posa dans l'arrière du camion avec un bruit sourd. Jerry la recouvrit rapidement de la bâche, la fixant du mieux qu'il pouvait. Leur chargement impossible désormais chargé, ils quittèrent la maison de Jerry pour la dernière fois. En fin de matinée, ils étaient de nouveau en route, le moteur du vieux camion vrombissant à travers les vastes paysages déserts de l'ouest du Montana. L'illusion de sécurité fut brisée sur une route sinueuse et solitaire qui traversait un col de haute montagne. Un SUV noir récent apparut dans leur rétroviseur, se rapprochant à une vitesse terrifiante. « Tom, réveille-toi, » dit Jerry d'une voix calme mais ferme. « On avons de la compagnie. » Les yeux de Tom s'écarquillèrent lorsqu'il vit le véhicule qui les poursuivait. Le vieux moteur Ford vrombissait alors que Jerry le poussait à fond, mais il ne faisait pas le poids face au SUV moderne. « Je veux que tu conduises, » dit Jerry, sa décision prise. « Conduis aussi prudemment que possible. » Avant que Tom n'ait pu protester, Jerry était déjà en train de grimper par-dessus lui, son fusil à la main, et de se hisser par la fenêtre ouverte côté passager. Le vent rugissait autour de lui alors qu'il s'agrippait au cadre de la portière. Le SUV était presque sur leur pare-choc, essayant de les forcer à quitter la route. Il leva le fusil à l'épaule, le monde n'était plus qu'un flou. Il prit une profonde inspiration pour se stabiliser, son esprit faisant taire le rugissement du vent et la tension du moteur. Il ne visait pas une personne, mais le cœur de la machine. Il appuya sur la détente et le fusil fit un bruit assourdissant. Pendant un instant, rien ne se passa, puis un panache de fumée noire jaillit dessous le capot du SUV. Le véhicule fit une embardée violente. Son moteur se grippa dans un horrible grincement avant de déraper et de s'arrêter dans un nuage de poussière vaincu. Jerry se précipita dans la cabine, le cœur battant à tout rompre. Tom agrippait le volant, les yeux écarquillés, mélange de terreur et d'admiration. Ils ne regardèrent pas en arrière et continuèrent de leur route. Le SUV noir endommagé rétrécit dans leur rétroviseur jusqu'à disparaître. Ils avaient remporté la bataille, mais ils savaient tous deux que la guerre était loin d'être terminée. L'incident avec le SUV les avait secoués, mais ils étaient déterminés. Le vieux camion Ford, malgré son âge, se comportait admirablement, les emmenant plus profondément dans le cœur sauvage et accidenté de l'ouest du Montana. Ils évitaient complètement les routes goudronnées, s'en tenant aux pistes forestières poussiéreuses et aux coupe-feux à peine visibles, naviguant à l'aide d'une vieille carte papier que Jerry gardait dans sa boîte à gants. Les provisions de Caleb, simples mais nourrissantes, les avaient soutenus. Shadow, toujours vigilant, scrutait l'horizon depuis sa perche entre les deux hommes, ses oreilles pétournant constamment. Le voyage était long et ardu, les jours se confondaient dans un brouillard de conduite, de randonnée et de sommeil dans des camps de fortune sous le vaste ciel indifférent. Tom, bien que physiquement épuisé, restait mentalement alerte, son esprit luttant avec les implications du message de la sphère. Jerry, quant à lui, s'appuyait sur ses instincts, primaires, aiguisés par son passé militaire, privilégiant la discrétion, la débrouillardise et une avancée inébranlable. Le lien entre les trois hommes, l'érudit et le chien, s'était transformé en un pacte tacite de survie et d'objectifs communs. Finalement, au matin de leur 4e jour de fuite, Jerry conduisit la Ford à travers un col étroit et envahi par la végétation. Les arbres commencèrent à s'éclaircir, laissant place à une large vallée circulaire. Devant eux s'étendait une vaste caldeira ancienne, vestige d'un volcan éteint.
Ses pentes intérieures étaient couvertes d'une forêt luxuriante et intacte, mais son sol était une étendue rocheuse, austère, dépourvue de végétation significative, ce qui lui donnait un aspect surnaturel. Un faible bourdonnement, presque imperceptible à l'oreille humaine, semblait émaner du sol, même sous leurs pieds. C'est ici, dit Jerry d'une voix calme et empreinte de respect. Il arrêta le camion au bord du sol de la caldeira. Tom, les yeux écarquillés, sortit son magnétomètre portable. L'aiguille se mit immédiatement à osciller frénétiquement, se bloquant contre la valeur maximale. « Incroyable, murmura-t-il. Le champ géomagnétique, ici, est extraordinaire. C'est comme si on se tenait sur un aimant géant. » Shadow, qui était agité depuis 1 heure, gémit doucement. Il sauta du camion dès que Jerry ouvrit la porte et courut quelques pas devant, reniflant le sol avec excitation, remuant la queue pour la première fois depuis des jours. Il n'était plus agité par la sphère, mais semblait plutôt en percevoir le but, son achèvement imminent. Ils transférèrent avec précaution la lourde sphère depuis le plateau du camion. Sa surface était encore froide, mais le léger bourdonnement qu'ils avaient entendu dans la remise semblait plus prononcé ici. Ils la placèrent au centre du fond de la caldeira, entourée de roches anciennes austères. L'air semblait épais, presque électrique. Alors qu'ils reculaient la sphère commença à réagir à son environnement. La surface noire mate et terne se mit à scintiller subtilement, comme si elle absorbait l'essence même du puissant champ magnétique situé en dessous. Une faible lumière interne, semblable à une pulsation, commença à émaner de l'intérieur, devenant de plus en plus forte. « Elle se charge », murmura Tom, son enthousiasme scientifique reprenant momentanément le dessus sur sa peur. « Elle puise l'énergie de la Terre elle-même, amplifiant ses capacités. » Le bourdonnement familier de la sphère revint, s'intensifiant en un vrombissement résonnant qui vibrait à travers le sol et remontait le long de leurs jambes. Le panneau circulaire qui leur avait montré l'avertissement terrifiant s'ouvrit à nouveau, non pas pour afficher des informations, mais pour révéler un noyau de lumière incandescente pure, palpitant d'une immense puissance. La lumière ne les aveuglait pas, mais se concentrait en un seul faisceau magnifique qui s'élevait droit dans le ciel clair du Montana. C'était un pilier d'énergie pure perçant les cieux, un phare s'étendant au-delà de leur monde. Ils ne portaient aucun son, aucune vibration discernable. Mais Jerry et Tom ressentirent tous deux une pression intense, le sentiment que quelque chose de monumental était libéré. Shadow était assis à côté de Jerry, les yeux écarquillés, regardant la colonne de lumière avec un regard curieux, presque révérencieux. Il semblait comprendre que c'était l'aboutissement de leur pénible voyage, le but pour lequel l'objet avait été trouvé. Le faisceau pulsait rythmiquement, tel un battement de cœur cosmique silencieux, pendant ce qui sembla être une éternité. Tom, les larmes coulant sur son visage, resta hypnotisé. « Il l'envoie », murmura-t-il. L'ensemble des données, l'avertissement à tous les postes d'écoute, à toutes les civilisations avancées capables de le recevoir. C'est un message pour la galaxie. Jerry. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le faisceau de lumière vacilla. Le bourdonnement intense commença à faiblir, s'affaiblissant, s'estompant. Le noyau incandescent à l'intérieur de la sphère commença à s'assombrir, se contractant. La puissante attraction magnétique dans l'air semblait diminuer. La sphère avait donné tout ce qu'elle avait. Avec un dernier soupir presque imperceptible, la lumière s'éteignit, complètement. Le panneau circulaire se referma, mais cette fois, il ne reprit pas sa surface noire mate et impénétrable. Au lieu de cela, toute la sphère commença à briller doucement, puis de plus en plus fort, jusqu'à devenir un orbe lumineux de pure lumière blanche. Elle scintilla, vibra, puis en un clin d'œil, elle se dissolut en un nuage de poussière irisée qui se dispersa dans la douce brise, disparaissant comme si elle n'avait jamais existé. Seul le parfum persistant de l'ozone subsistait, souvenir fantomatique de sa présence. Le silence qui suivit était absolu, profond. L'ancienne caldeira, qui était devenue pendant un temps une scène cosmique, retournait maintenant à son sommeil géologique intemporel. Jerry et Tom se tenaient au centre, fixant l'espace vide où se trouvait l'objet. L'immensité du ciel au-dessus d'eux semblait encore plus immense maintenant qu'ils savaient ce qui se trouvait au-delà de ces profondeurs et ce qui revenait. L'objet physique avait disparu, mais son message, son avertissement, restait gravé dans leur esprit. C'était un fardeau, une responsabilité et leur seule arme. Jerry se tourna finalement vers Tom, son regard croisant celui du professeur. Le voyage avait éliminé le superficiel, ne laissant que le cœur brut de leur objectif. « C'est fini », dit Jerry d'une voix rauque. « Le message a été envoyé. »
Tom acquiesça lentement en s'essuyant les yeux avec le dos de la main. Oui, mais maintenant nous devons décider quoi en faire. Nous avons l'information, Jerry, l'avertissement dont le monde a besoin. Le soleil monta plus haut, projetant de longues ombres sur la caldeira. L'immense avertissement silencieux avait été diffusé, mais le véritable défi restait à venir. Convaincre un monde sceptique d'écouter, de croire et d'agir. Le silence de la caldeira était une toile sur laquelle l'avenir du monde allait être peint. La sphère avait disparu, sa mission était accomplie, mais ses connaissances résidaient désormais dans l'esprit de deux hommes et dans l'instinct d'un chien. Ils n'étaient plus seulement des fugitifs, ils étaient les héros d'une tempête imminente. On ne peut pas simplement entrer dans une chaîne d'informations, dit Tom d'une voix rauque d'épuisement, alors qu'il s'éloignait de la caldeira dans le vieux camion de Caleb. Ils nous prendront pour des fous avant même que nous ayons fini notre première phrase. Le monde fonctionne avec des preuves, Jerry, des preuves tangibles et vérifiables. Alors, quel était le plan ? Demanda Jerry, les yeux rivés sur la route. Est-ce le plan ? Demanda Jerry, les yeux rivés sur la route. La sphère nous a donné ça aussi, répondit Tom, l'esprit déjà en ébullition. Il sortit son journal relié de cuir, dans lequel il avait griffonné frénétiquement des notes lors de la dernière transmission de données, juste avant l'alerte. Il y avait une annexe, une sorte de signature vérifiable, qui détaillait la trajectoire d'une petite comète non périodique, actuellement cachée derrière l'éblouissement du Soleil, qui deviendrait visible à des coordonnées précises dans exactement 3 jours. Donc c'est un rendez-vous céleste. Si nous pouvons transmettre ces données aux bonnes personnes et qu'elles les confirment, cela deviendra la clé qui permettra de dévoiler toute l'histoire. Cela prouvera que notre source est crédible. Leur nouvelle mission était claire. Ils roulèrent encore une journée, empruntant des routes secondaires avec une motivation renouvelée, pour finalement arriver dans une petite ville endormie à la frontière de l'Idaho. Dans le calme et l'anonymat d'une bibliothèque publique, Tom s'assit devant un ordinateur et, ses doigts volant sur le clavier, rédigea un email concis et soigneusement formulé. Il ne contenait aucune mention d'extraterrestres ou de menaces cosmiques. C'était un message scientifique stérile contenant uniquement les données brutes de la mécanique orbitale, la courbe de lumière et les coordonnées précises de la comète prévue, qu'il avait baptisée Viatorum, le mot latin pour « voyageur ». Il l'envoya via un service fortement crypté à une petite liste triée sur le volet d'une douzaine des astrophysiciens et directeurs d'observatoires les plus respectés de la planète, des collègues pour Tom qu'il connaissait et en qui il avait confiance depuis des décennies. Il le signa simplement de son nom, puis se déconnecta et ils s'éloignèrent, laissant leur fantôme numérique se propager à travers le globe. La guerre de 72 heures a commencé presque immédiatement. En quelques heures, les premiers signes de représailles sont apparus. Le site web public de l'observatoire d'Atacama au Chili, où travaille l'un des plus anciens collègues de Tom, a soudainement été mis hors ligne, invoquant une panne de serveur massive et sans précédent. Puis le réseau de l'Observatoire européen austral a été inondé de données indésirables lors d'une puissante attaque DDoS, paralysant efficacement ses communications externes. La deuxième vague d'attaques était plus personnelle, plus insidieuse. Sur les forums d'astronomie populaire et les plateformes de réseaux sociaux, des messages ont commencé à apparaître provenant de sources anonymes, mais apparemment bien informées. Ils affirmaient que le professeur Thomas Miller était un esprit autrefois brillant qui avait tragiquement sombré dans la sénilité et la paranoïa depuis sa retraite. Des emails fabriqués et des articles universitaires falsifiés ont été divulgués afin de le présenter comme un imposteur. La diffamation a été rapide, brutale et professionnelle. L'agence ne cherchait pas seulement à bloquer le signal, elle essayait d'empoisonner la source afin de s'assurer que même si le message passait, le messager serait complètement discrédité. Dans une chambre de motel bon marché à des centaines de kilomètres de là, Jerry et Tom regardaient la guerre silencieuse se dérouler sur un petit écran d'ordinateur portable. Pour chaque message d'un astronome légitime exprimant son intérêt, 10 autres apparaissaient eux pour ridiculiser la prophétie de Miller. « Ils essaient de nous enterrer », dit Tom, le visage blême, l'air abattu. « Peut-être que c'était une erreur, j'ai conduit mes amis dans un piège. »« Non », dit Jerry d'une voix ferme en posant une main sur l'épaule de son vieil ami. « Tu leur as fait confiance pour une raison, tu leur as donné la vérité. Maintenant, nous devons croire que la vérité suffit. » Sentant la détresse de Tom, il posa sa tête lourde sur le genou du vieux professeur, lui offrant un réconfort silencieux et profond qu'aucun mot ne pouvait égaler. Malgré le chaos numérique, la confiance de Tom n'était pas déplacée. Dans les salles de contrôle plongées dans l'obscurité des îles Canaries à Hawaï, une rébellion silencieuse était en cours.
Les scientifiques, qui connaissaient Tom Miller depuis 40 ans, savaient qu'il n'était pas un imposteur. Ils voyaient que l'élégance mathématique des données, l'improbabilité même que quelqu'un puisse fabriquer une prédiction aussi précise. Ils communiquaient par le biais de réseaux privés parallèles, contournant leurs systèmes officiels compromis. Ils ont décidé de risquer leur réputation, leur carrière et leur financement pour poursuivre un fantôme. Lentement, silencieusement, certains des télescopes les plus puissants sur Terre ont commencé à s'éloigner de leur cible prévue, tournant leurs yeux géants et imperturbables vers une minuscule partie vide du ciel, dans l'attente. Les dernières heures ont été une agonie de suspense. Les discussions en ligne ont atteint leur paroxysme. La campagne de désinformation de l'agence Campagne de désinformation battait son plein. Il semblait que le monde avait déjà rejeté la prédiction comme étant un canular. Puis, à seulement 2 heures de la fin de la fenêtre de 72 heures, un message électrisant est apparu sur le serveur d'une université privée en Australie qui avait échappé aux cyberattaques. Nous l'avons, faible mais cessée confirmation visuelle aux coordonnées l'eau prévues. La magnitude correspond aux données de Miller. C'était une goutte d'eau avant le déluge, alors que la Terre tournait, révélant les coordonnées cibles aux autres observatoires. Les confirmations se sont mises à affluer. Chili, Afrique du Sud, Arizona, les unes après les autres. Les institutions astronomiques les plus respectées au monde ont rapporté la même chose. Elles avaient hâte de trouver le voyageur. Le fantôme dans la machine était bien réel. Le mur de mensonges de l'agence s'est effondré, la vérité a explosé sur la scène mondiale. Les réseaux d'information, ayant eu vent de la coordination sans précédent entre les observatoires, ont révélé l'information. La comète Miller était sur tous les écrans, dans toutes les langues. Le monde, qui était inconscient quelques heures auparavant, était désormais confronté à un miracle indéniable, un événement céleste parfaitement prédit par une source inconnue. La révélation n'a pas uni l'humanité, elle l'a fracturée. Le monde était en convulsion. Certains voyaient soit la comète comme un signe d'intervention divine, d'autres comme un prélude à une invasion. Les gouvernements ont publié des déclarations contradictoires, certains appelant au calme, d'autres à la préparation militaire. La panique et la peur se mêlaient à la crainte et à l'émerveillement. L'avertissement avait été donné et la réponse était le chaos. Une semaine plus tard, Jerry et Shadow étaient promis de retour dans les montagnes du Montana. Caleb l'avait aidé à trouver un nouveau terrain, encore plus isolé et plus facile à défendre que le précédent. Il avait entamé le lent processus de reconstruction d'une vie solitaire. Tom avait suivi sa propre voie, disparaissant dans un réseau de scientifiques sympathisants. Son travail ne faisait que commencer. L'agence, désormais confrontée à une tempête politique mondiale, elle avait des problèmes plus importants à régler que 2 hommes et un chien. Ils étaient en sécurité cette nuit-là. Jerry était assis sur les marches de sa cabane à moitié terminée, Shadow reposant à ses pieds. Le monde pour lequel il s'était battu autrefois était maintenant déchiré par la peur et les disputes. Tout cela parce qu'on lui avait enfin dit la vérité. Il avait accompli sa mission, il avait protégé le messager et transmis l'avertissement. Il leva les yeux vers le vaste ciel étoilé. Ce n'était plus un symbole de paix et de solitude, c'était une horloge qui comptait les secondes jusqu'à un avenir qu'il voyait trop clairement. Son rôle était terminé, mais tandis qu'il observait les constellations familières tourner au-dessus de sa tête, il se demandait avec une profonde et douloureuse tristesse si une humanité fracturée et effrayée serait un jour prête pour ce qui allait arriver. Parfois, les plus grands avertissements ne viennent pas du ciel, mais de la loyauté silencieuse et inébranlable d'un ami qui nous accompagne dans l'obscurité. Le lien entre Jerry Tom et son ombre toujours fidèle nous rappelle que, face à l'inconnu, ce sont la confiance et le courage qui éclairent véritablement notre chemin. Si leur voyage a touché votre cœur, nous espérons que vous rejoindrez notre communauté en vous abonnant. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur la loyauté dans les commentaires ci-dessous, et un simple « j'aime » aidera leur histoire à voyager plus loin. Une nouvelle histoire vous attend maintenant, à portée de clic sur votre écran.